Il y a une heure que la nuit connaît bien. Une heure suspendue entre le dernier soupir du jour et la première promesse de l'aube. 3 heures du matin. Pour beaucoup d'entre nous, ce n'est pas une heure de paix, mais le moment où s'ouvre une arène silencieuse à l'intérieur de notre crâne. Le corps est lourd de fatigue, mais l'esprit, lui, est en état de siège. C'est une guerre sans témoin, où les pensées deviennent des assaillants, rejouant en boucle les scénarios de la journée, disséquant chaque mot, anticipant avec une précision terrifiante des catastrophes qui n'arriveront jamais. Sit, start, vous. Connaissez cette sensation, ce bruit mental incessant qui vous empêche de sentir le présent, qui transforme votre lit en un tribunal où vous êtes à la fois l'accusé, le procureur et le juge. Sit 33. La pièce est plongée dans l'obscurité, mais votre esprit est éclairé par les feux crus de l'anxiété. Et dans cette guerre intime, nous commettons presque tous la même erreur fatale. Une erreur qui alimente le cycle dont nous cherchons désespérément à nous libérer. Nous luttons, nous nous débattons, nous nous ordonnons de penser à autre chose, de faire le vide, de cesser de penser. Mais c'est un piège. Tenter de forcer le silence, c'est comme essayer d'aplatir une vague avec la paume de la main. Non seulement c'est impossible, mais l'énergie que vous déployez ne fait que renforcer la puissance de ce que vous combattez. Chaque arrête est un murmure qui dit à votre anxiété « Tu es puissante, tu me contrôles ». Et paradoxalement, en voulant la faire taire, vous lui donnez encore plus de voix, encore plus de pouvoir sur vos nuits. Vous n'êtes pas défaillant. Vous êtes simplement en train d'utiliser la mauvaise stratégie dans une guerre que vous ne pouvez pas gagner par la force. Pour vraiment comprendre la nature de cette force qui vous assaille, il faut d'abord cesser de la voir comme une simple série de pensées aléatoires. Le philosophe Arthur Schopenhauer nous offre une analogie d'une clarté redoutable. Il décrivait la vie elle-même comme étant animée par une volonté aveugle et insatiable. Un désir brut, une pulsion sans but précis qui nous pousse constamment en avant, générant un cycle sans fin de besoins et de souffrances. La nuit, lorsque les distractions du monde s'éteignent, votre esprit se comporte exactement comme cette volonté de Schopenhauer. C'est un courant d'énergie pure, un élan incessant qui cherche quelque chose, mais sans savoir quoi. Il ressasse le passé et s'inquiète pour l'avenir, non pas parce qu'il a un objectif logique, mais parce que c'est sa nature, être en mouvement, être une force qui ne connaît pas le repos. Comprendre cela change radicalement la perspective. La question n'est plus « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'arrêter de penser ?» mais plutôt « Quelle est la nature de cette force qui s'agite en moi? Que cherche-t-elle si désespérément ?» Cesser de la voir comme un défaut personnel et commencer à la percevoir comme une énergie fondamentale est le premier pas pour passer du statut de victime à celui d'observateur. Ce n'est pas votre anxiété, c'est l'anxiété qui vous traverse, une force de la nature psychique qui se manifeste dans le silence de votre chambre. C'est ici, à ce carrefour de la compréhension, que le génie de Carl Jung vient éclairer notre chemin. Là où la lutte nous épuise et où l'analyse de Schopenhauer pourrait nous laisser dans un constat un peu sombre, Jung nous propose une volte-face, une révolution copernicienne de l'âme. Il nous invite à considérer une possibilité radicale. Et si ce chaos mental n'était pas l'ennemi? Et s'il n'était pas une force aveugle et dénuée de sens? Et si, au contraire, il était un messager? Jung était convaincu que ses pensées nocturnes, ce tumulte intérieur, n'était rien d'autre que votre ombre qui frappait à la porte de votre conscience. L'ombre, dans la psychologie jungienne, est l'un de ses concepts les plus profonds. Elle représente toutes les parties de vous que vous avez refoulées, ignorées, jugées inacceptables ou simplement laissées de côté. Ce sont vos potentiels, non vécus, vos colères non exprimées, vos désirs secrets, votre créativité endormie, vos vulnérabilités cachées. Durant la journée,
Nous portons tous un masque social, ce que Jung appelait la persona. C'est le moi que nous présentons au monde. Le professionnel compétent, le parent patient, l'ami loyal. Mais la nuit, lorsque la persona est rangée avec nos vêtements, lorsque nos défenses sont abaissées par la fatigue, l'ombre a enfin l'espace pour se manifester. Elle ne vient pas pour vous torturer, elle vient pour être entendue. Elle vient réclamer son dû. Elle vient pour vous rappeler tout ce que vous avez mis de côté pour pouvoir fonctionner en société. Le bruit dans votre tête n'est pas un signe de folie, c'est un signe de plénitude qui cherche à naître. C'est votre âme qui essaie de vous parler dans le seul langage qu'il lui reste, celui du symptôme, de l'obsession, de l'anxiété. Alors, la véritable guérison ne commence pas par une nouvelle technique de relaxation ou une autre application de méditation. Elle commence par un changement de question, un changement radical de posture intérieure. Au lieu de vous recroqueviller sous l'assaut de vos pensées, au lieu de supplier le silence, il s'agit de vous redresser intérieurement et de faire face à ce tumulte avec une nouvelle intention. Il s'agit de cesser de demander « Comment puis-je faire taire cela ?» Cette question vous place en position de victime, en guerre contre une partie de vous-même. La véritable question, celle qui ouvre la porte à la transformation, est infiniment plus courageuse et plus profonde. C'est une question qui remplace la peur par la curiosité, la résistance par l'accueil. La question qui initie la cure est la suivante. Si cette anxiété, si ce chaos de pensée était un messager intelligent et bienveillant déguisé en monstre, quel serait son message le plus urgent pour moi? Qu'est-ce que cette partie de moi essaie désespérément de me dire que je refuse d'écouter pendant la journée? Cette simple inversion est le pivot, c'est le premier pas du voyage que nous allons entreprendre ensemble dans cette vidéo. Un voyage pour cesser de combattre vos nuits et commencer à les écouter. Pour découvrir que derrière le vacarme se cache non pas un ennemi à abattre, mais un guide qui vous attendait patiemment dans l'ombre. Le diagnostic de la psyché. Pourquoi la nuit réveille vos démons? Pour comprendre pourquoi votre lit se transforme en scène de théâtre pour vos angoisses, il faut accepter que nous menons tous une sorte de double vie psychique. Il y a le monde du jour et le monde de la nuit, et ils ne sont pas gouvernés par les mêmes lois. Durant la journée, vous avancez dans le monde en portant ce que Carl Jung nommait la persona. C'est votre masque social, une armure magnifiquement conçue pour répondre aux attentes des autres. C'est le visage du professionnel compétent, de l'ami toujours disponible, du parent qui gère la situation avec un calme apparent. Ce masque est nécessaire. Il nous permet de fonctionner, de collaborer, de survivre dans la complexité des relations humaines. Mais porter ce masque a un coût énergétique immense. Chaque fois que vous souriez alors que vous êtes frustré, chaque fois que vous dites oui alors que votre être entier crie non, chaque fois que vous ravalez une vérité pour maintenir la paix, vous accumulez une dette émotionnelle. Et la nuit, lorsque le silence se fait, lorsque vous êtes seul avec vous-même, cette dette se présente pour être payée. C'est à ce moment précis que l'autre monde émerge. L'ombre, ce continent englouti de votre personnalité qui contient toutes les frustrations, les désirs et les peurs que la persona ne peut se permettre d'exprimer, remonte à la surface. La nuit ne crée pas vos démons. Elle ne fait que lever le voile qui les dissimulait pendant la journée. Ce mécanisme est amplifié par une tendance naturelle de notre esprit, que la psychologie a identifiée, mais que l'âme connaît depuis toujours. Notre cerveau est câblé pour se souvenir des tâches inachevées avec beaucoup plus d'insistance que des tâches accomplies. Sur le plan psychique, vos pensées nocturnes sont précisément cela, les tâches émotionnelles et existentielles que vous avez laissées en suspens au cours de la journée. Chaque conversation évitée, chaque sentiment non validé, chaque intuition ignorée est un dossier laissé ouvert sur le bureau de votre esprit. La nuit, privée des distractions extérieures, la psyché tente désespérément de traiter et de fermer ses dossiers. Elle cherche une conclusion, une résolution,
une forme de paix qu'elle ne peut trouver car la solution ne se trouve pas dans la rumination, mais dans l'action et l'expression qui ont été refusées pendant la journée. Un des signes les plus subtils que votre ombre est surchargée se manifeste lorsque vos pensées nocturnes tournent en boucle autour de sentiments d'injustice ou de ressentiment. Cette petite phrase qui revient sans cesse « J'aurais dû lui dire que… » Ce film que vous rejouez en imaginant une répartie parfaite, ce n'est pas un signe de faiblesse ou de rancune. C'est la signature d'une énergie d'affirmation de soi, une force vitale qui a été réprimée et qui cherche maintenant une issue, même maladroite, sous la forme d'une rumination stérile. Votre âme essaie simplement de retrouver sa voie. Voici une vérité qui peut être difficile à entendre au premier abord, un moment de bascule dans notre compréhension. Votre esprit, la nuit, ne veut pas la paix. Il veut l'intégration. L'épuisement total que vous ressentez au petit matin ne vient pas tant des pensées elles-mêmes que de l'énergie colossale que vous dépensez chaque jour pour les maintenir sous le couvercle, pour les refouler hors de votre conscience. Le jour, vous êtes le gardien d'un barrage qui retient un lac immense de sentiments et de vérités inexprimées. La nuit, vous n'avez plus la force de tenir la garde. Le barrage se fissure et l'eau commence à s'infiltrer. La nuit est simplement le moment où la pression devient trop forte, où la digue menace de rompre. Votre insomnie n'est pas le problème, elle est le symptôme d'un système qui est en déséquilibre profond. Elle est le signal d'alarme qui vous indique que le moi que vous présentez au monde est devenu trop éloigné, trop déconnecté du moi qui vit réellement à l'intérieur. Si ce voyage au cœur des mécanismes de la psyché commence à résonner en vous, s'il vous semble que nous touchons à quelque chose de vrai et d'essentiel, nous vous invitons à poursuivre cette exploration avec nous. En vous abonnant, vous ne devenez pas un simple spectateur, mais vous rejoignez une communauté de personnes qui cherchent, comme vous, à mieux se comprendre pour mieux vivre. C'est un chemin que nous pouvons parcourir ensemble, et pour faire un premier pas sur ce chemin, nous vous laissons avec une question douce, une invitation à la réflexion. Prenez un instant, sans jugement. Quelle est la chose que votre moi de la nuit, celui qui s'agite et s'inquiète, aimerait le plus que votre moi du jour, celui qui avance masqué, reconnaisse enfin? Si vous vous sentez à l'aise, partagez un fragment de votre réflexion dans les commentaires. Non pas pour être jugé, mais pour honorer cette voix intérieure et découvrir que vous n'êtes pas seul à l'entendre. Le code de l'ombre. Ce que votre anxiété tente réellement de vous dire. Une fois que nous avons accepté que le tumulte nocturne n'est pas un ennemi mais un messager, la prochaine étape de notre voyage consiste à apprendre sa langue. Car l'ombre ne parle pas le langage clair et direct de notre esprit conscient. Elle s'exprime à travers des symboles, des métaphores, et surtout à travers le langage codé de nos angoisses les plus profondes. Le secret le mieux gardé de votre psyché est le suivant. Chaque pensée catastrophique, chaque critique acerbe que votre esprit retourne contre lui-même la nuit, est en réalité la version déformée et dramatisée d'un besoin fondamental, ou d'un potentiel qui n'a pas été réalisé. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des traductions. Votre anxiété est une traductrice maladroite, mais profondément loyale de vos désirs les plus authentiques. Par exemple, cette préoccupation obsédante concernant l'argent, qui vous fait refaire vos comptes mentalement à 3 heures du matin, est rarement une simple question de finances. C'est souvent l'écho d'un besoin bien plus profond. L'aspiration à une véritable sécurité intérieure, à une stabilité émotionnelle, à la sensation de pouvoir enfin poser les armes et vous sentir en sûreté dans votre propre vie. De la même manière, cette peur paralysante du rejet, qui vous fait rejouer en boucle une conversation anodine en y cherchant la preuve de votre incompétence sociale, n'est pas qu'une simple timidité. C'est le cri de votre authenticité bâillonnée, cette partie de vous qui aspire à s'exprimer librement, sans craindre le jugement, et qui se manifeste par la peur précisément parce qu'elle est réprimée. Pour commencer à déchiffrer ces messages,
nous pouvons nous engager dans un dialogue intérieur, une sorte d'archéologie douce de nos propres pensées. Il ne s'agit pas d'un exercice de volonté, mais d'un acte de curiosité bienveillante. Prenez la pensée qui vous visite le plus fidèlement dans le silence de la nuit. Peut-être est-ce celle-ci. Je vais échouer à cette présentation importante. Sentez le poids de cette pensée, la peur qu'elle engendre. Maintenant, au lieu de la repousser, posez-lui une question simple et ouverte. Quelle est la chose positive? Quelle est la qualité précieuse que cette peur intense essaie de protéger en moi? Laissez la réponse émerger sans la forcer. Il est fort probable que la réponse ne soit pas la peur de l'échec elle-même. La réponse pourrait être mon désir profond d'être perçu comme quelqu'un de compétent et de précieux, ou mon besoin de contribuer de manière significative et d'être reconnu pour ma valeur. Vous voyez la différence? L'énergie véritable, le carburant pour l'action, ne se trouve pas dans la première phrase, celle de la peur. Elle se trouve dans la seconde, celle du désir. La peur est simplement le gardien farouche qui protège un trésor. Tant que nous combattons le gardien, nous n'aurons jamais accès au trésor. En apprenant à dialoguer avec lui, nous pouvons lui demander de nous ouvrir la porte. Le plus grand mythe que la culture du développement personnel a parfois véhiculé est qu'il existerait des pensées négatives qu'il faudrait à tout prix éliminer, remplacer ou combattre. Jung nous propose une vision bien plus libératrice et profonde. Pour lui, il n'existe pas de pensée négative à proprement parler, il n'existe que des pensées non intégrées. Le simple fait de coller l'étiquette négative sur un mouvement de notre esprit est ce qui nous emprisonne. C'est un acte de jugement qui court-circuite le processus de compréhension. En jugeant la pensée, nous nous empêchons d'extraire la sagesse qu'elle contient. Cette pensée qui vous tourmente n'est pas mauvaise, elle est simplement incomplète. C'est une partie de votre histoire qui n'a pas encore été accueillie et intégrée dans le récit plus large de qui vous êtes. L'invitation n'est donc pas de devenir un censeur impitoyable de votre propre esprit, mais de devenir un alchimiste capable de trouver l'or caché dans la matière la plus brute. C'est une expérience que beaucoup partagent au cours de ce travail intérieur. Comme le racontait une personne ayant exploré ce chemin, je passais mes nuits à repasser en boucle chaque erreur sociale, chaque maladresse que j'avais commise. En utilisant cette approche, j'ai réalisé que le problème n'était pas mes erreurs. C'était mon ombre qui hurlait son besoin de plus de connexion humaine véritable et de moins de préoccupation pour le jugement des autres. La peur était devenue mon guide, et non plus mon bourreau. La peur n'est pas le signe que quelque chose ne va pas. Elle est le signe que quelque chose d'important est en jeu. Le dialogue actif. L'outil pratique de Jung pour apaiser l'esprit. Maintenant que nous avons appris à décoder le langage de l'ombre, il est temps de passer de l'écoute passive à une conversation active. C'est ici que Jung nous offre un de ses outils les plus puissants et les plus transformateurs. Une méthode que nous pouvons adapter pour en faire un véritable acte de premier secours pour notre esprit en guerre avec lui-même. Il ne s'agit pas de se battre, ni de se soumettre, mais d'entrer en dialogue. C'est une invitation à transformer le monologue de l'anxiété en une conversation à deux voix, où vous n'êtes plus la victime passive, mais un interlocuteur conscient et bienveillant. La première étape de ce processus consiste à donner une forme à l'informe. Cette anxiété qui vous submerge, cette voix critique qui murmure dans le noir, est souvent une nébuleuse abstraite et terrifiante. L'acte de lui donner une forme, une voix et même un nom, la sort de l'abstraction pour la rendre concrète et gérable. Vous pouvez l'appeler le critique, le planificateur inquiet ou le catastrophiste. Imaginez-la comme une entité distincte. De vous, un personnage de votre théâtre intérieur. Le simple fait de la nommer crée une distance psychologique saine. Ce n'est plus moi qui suis anxieux, mais je qui observe et écoute la voix de l'anxiété. Ce glissement subtil est le début de la libération. Une fois que ce personnage a un nom et une présence,
L'étape suivante est de l'inviter à parler, et surtout, de l'écouter sans jugement. Prenez un carnet qui deviendra l'espace sacré de ce dialogue. D'un côté de la page, c'est vous, le moi conscient, qui posez les questions. De l'autre, laissez la réponse fuser, sans la filtrer, sans la censurer, comme si vous transcriviez les paroles d'une autre personne. Commencez par des questions simples et ouvertes. Que veux-tu pour moi? De quoi as-tu si peur? Quelle est la pire chose qui pourrait arriver selon toi? Laissez le personnage de l'anxiété répondre avec toute sa dramaturgie, toute son exagération. Ne le contredisez pas. N'essayez pas de le raisonner. L'un des pièges les plus courants dans cette pratique est de vouloir gagner la discussion, de prouver à cette partie de nous qu'elle a tort. Mais le but n'est pas de la vaincre, c'est de l'entendre. Cette partie de vous ne s'est jamais sentie comprise. La véritable magie opère lorsque vous offrez une écoute totale. C'est la compréhension, et non l'argumentation, qui dissout la compulsion. Après avoir laissé l'anxiété s'exprimer, vient le temps de l'intégration. Dans sa réponse, même la plus catastrophique, se cache toujours un grain de vérité, une intention positive déformée. Votre critique intérieure, en vous disant que vous êtes nul, essaie peut-être maladroitement de vous protéger de l'échec. Votre catastrophiste, en imaginant le pire, tente peut-être de vous préparer à toute éventualité. Votre travail est de trouver cette intention positive. Une fois que vous l'avez identifiée, remerciez cette partie de vous. Merci de vouloir me protéger, je vois que tu as peur pour moi. Ensuite, négociez. Proposez une action concrète et réaliste pour le lendemain, qui honore son besoin sous-jacent de manière constructive. Si la peur est celle de l'échec, l'action pourrait être de préparer votre dossier 5 minutes de plus. Si la peur est celle du jugement, l'action pourrait être de vous rappeler vos qualités avant de vous endormir. Ce processus a un effet profondément apaisant, et ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie. En écrivant, en dialoguant, en mettant des mots sur le chaos, vous transférez l'activité cérébrale de votre système limbique, le siège des émotions brutes et de la panique, vers votre cortex préfrontal, la zone de la logique, du langage et de la raison. Vous devenez littéralement l'observateur de l'orage, plutôt que d'être pris en son centre. Ne cherchez pas à résoudre tous vos problèmes en une nuit. Engagez-vous simplement à mener ce dialogue avec une seule pensée récurrente. Le simple fait d'initier la conversation commence déjà à modifier la dynamique du pouvoir à l'intérieur de vous. L'alchimie de Nietzsche. Transformer la souffrance en volonté de puissance. Une fois que le dialogue avec l'ombre est engagé, une fois que le message est entendu, nous avons accompli un pas de géant. Nous avons transformé le bruit en information. Mais que faire de cette information? C'est ici que nous quittons la profondeur de la psychologie de Jung pour nous tourner vers la philosophie tranchante et vivifiante de Friedrich Nietzsche. Jung nous a appris à écouter notre souffrance. Nietzsche nous apprend à l'utiliser. Car rester bloqué dans la boucle des pensées nocturnes, même en les comprenant, peut nous maintenir dans un état que Nietzsche aurait qualifié de nihilisme passif. C'est la résignation lasse face à la souffrance, l'acceptation que nos angoisses sont un fardeau sans signification, un poids mort que nous sommes condamnés à traîner. Dans cet état, nous nous sentons impuissants, victimes d'une mécanique intérieure qui nous dépasse. C'est le sentiment que, même en sachant pourquoi nous souffrons, nous n'avons pas la force de changer la situation. C'est une prison dont nous avons la clé, mais que nous n'osons pas ouvrir. Face à cette paralysie, Nietzsche nous propose une issue explosive, le nihilisme actif. Ce n'est plus la simple reconnaissance que certaines de nos valeurs sont vides de sens. C'est l'acte conscient et délibéré de les détruire. C'est prendre le marteau du philosophe pour fracasser les idoles qui nous maintiennent en cage. L'anxiété révélée et comprise grâce au dialogue jungien nous a montré les barreaux de notre prison. La volonté de puissance de Nietzsche n'est pas une soif de domination sur les autres, mais la force vitale en nous
qui nous pousse à nous dépasser, à démolir ces barreaux pour créer notre propre espace de liberté. Le nihilisme actif, c'est utiliser la vérité inconfortable révélée par notre ombre comme un levier pour faire sauter un comportement, une croyance ou une habitude qui ne nous sert plus. L'anxiété n'est plus seulement un message à écouter, elle devient le carburant de notre propre révolution intérieure. Elle nous a montré la maladie, la volonté de puissance et notre système immunitaire qui se met en action pour la combattre. Ce processus de transmutation peut être guidé par une nouvelle question, une question qui suit naturellement le dialogue avec l'ombre. Une fois que vous avez remercié cette partie de vous pour son message, demandez-lui avec courage quelle vieille valeur, quelle croyance obsolète cette anxiété me demande-t-elle de détruire. C'est une question qui demande une honnêteté radicale. Si votre anxiété nocturne tourne autour de la peur de déplaire, de ne pas être à la hauteur des attentes des autres, la valeur à détruire est peut-être celle-ci. Ma validité personnelle dépend de l'approbation extérieure. Si votre anxiété est liée à un contrôle excessif, la croyance à démolir pourrait être « si je ne contrôle pas tout, tout s'effondrera ». Nommer la croyance à abattre est un acte d'une puissance immense. C'est le moment où vous cessez d'être la victime de vos angoisses pour devenir l'architecte de vos valeurs. Et cette destruction n'est pas un acte qui reste abstrait. Elle doit s'incarner dans le réel dès le lendemain. C'est là que réside la véritable alchimie, utiliser l'énergie de la nuit pour sculpter activement le jour qui suit. Il s'agit de définir une seule et unique micro-révolution, une action concrète qui représente la création d'une nouvelle valeur. Pour reprendre notre exemple, si la valeur à détruire était la soumission à l'approbation des autres, la micro-révolution du lendemain pourrait consister à dire non à une petite demande, à exprimer une opinion personnelle avec calme ou à prendre 5 minutes pour soi sans se sentir coupable. Cet acte n'a pas besoin d'être grandiose. Sa puissance ne réside pas dans sa taille, mais dans sa signification. C'est la preuve incarnée que vous avez entendu le message de la nuit et que vous avez choisi d'agir en conséquence. Vous ne subissez plus, vous créez. Jung nous ouvre la porte de notre propre sous-sol pour que nous puissions y trouver nos monstres et nos trésors. Nietzsche nous donne l'énergie et le courage de remonter avec ce trésor pour réinventer notre vie, un petit acte courageux à la fois. Bâtir le sanctuaire de la nuit, rituel pour le corps et la psyché. Le travail intérieur, ce dialogue profond avec l'ombre et cette transmutation de la souffrance en action est le cœur de la transformation. Cependant, ce travail peut être magnifiquement soutenu en bâtissant un environnement extérieur qui parle le même langage de paix et de sécurité que celui que nous cherchons à cultiver à l'intérieur. Il s'agit d'architecturer un véritable sanctuaire nocturne, un espace et un temps où chaque geste devient un rituel qui signale au corps et à la psyché que le jour est terminé et qu'il est désormais permis de se reposer. L'un des rituels les plus puissants est celui que l'on pourrait nommer la décharge de la persona. Juste avant d'entamer la transition vers le sommeil, accordez-vous 5 à 10 minutes avec un carnet. L'objectif n'est pas de résoudre les problèmes, mais de les externaliser. Videz sur le papier tout ce qui encombre votre esprit, les tâches inachevées, les frustrations de la journée, les conversations en attente, les inquiétudes flottantes. C'est un vide-cerveau libérateur. En écrivant, vous pouvez visualiser l'acte de retirer littéralement la persona de la journée, ce costume lourd et parfois contraignant du professionnel, du parent, du citoyen. Imaginez que vous le pliez soigneusement et que vous le déposez au pied de votre lit. Son travail est terminé pour aujourd'hui. Cet acte symbolique envoie un message clair à votre inconscient. Le gardien peut quitter son poste, la forteresse peut abaisser son pont-levis. Pour renforcer ce passage du mode faire au mode être, nous pouvons créer des ancrages sensoriels. Notre système nerveux est extraordinairement sensible aux associations. Un ancrage sensoriel
est un stimulus spécifique et répété que le cerveau apprend à associer à un état de relaxation profonde. Cela peut prendre de nombreuses formes et doit être profondément personnel. Pour certains, ce sera une tisane particulière à la camomille ou à la verveine, dont la chaleur et l'arôme deviennent le signal officiel de la fin de la journée. Pour d'autres, ce sera l'odeur d'une huile essentielle, comme la lavande ou le petit grain bigarade, diffusé dans la chambre ou appliqué sur les poignets. Le parfum directement lié à notre système limbique peut contourner le bruit du mental pour agir directement sur notre état émotionnel. Cela peut aussi être une encre auditive, une playlist de musique ambiante, des sons de la nature ou des fréquences sonores apaisantes. L'important est la constance. En répétant ce rituel chaque soir, vous créez une association pavlovienne vertueuse. Le cerveau apprend que ce goût, cette odeur ou ce son signifie « il est temps de ralentir ». Il est temps de lâcher prise. C'est un conditionnement conscient au service de votre paix intérieure. Dans notre monde moderne, l'un des plus grands saboteurs de ce sanctuaire nocturne est l'écran. Nous connaissons bien l'effet de la lumière bleue sur la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Mais l'impact psychologique est tout aussi dévastateur. Le contenu que nous consommons avant de dormir, les fils d'actualité anxiogènes, les réseaux sociaux qui nous plongent dans un état de comparaison permanent, maintient notre esprit en mode alerte. Notre système nerveux ne fait pas la différence entre une menace réelle et une menace perçue à travers un écran. Instaurer une forme de décompression digitale est donc essentiel. Cela peut se traduire par une règle simple et douce. 1 heure avant de dormir, aucun écran qui ne soit pas dédié à une relaxation pure. Un livre électronique avec une luminosité minimale, une application de méditation, mais plus de navigation sans but, plus de vérification des emails. Il s'agit de créer une zone tampon pour permettre à l'esprit de redescendre en douceur, de quitter l'agitation du monde extérieur pour entrer dans le silence du monde intérieur. Enfin, il est crucial de déjouer le piège subtil de la productivité nocturne. Beaucoup d'entre nous utilisent le moment du coucher pour planifier la journée du lendemain, pour faire des listes de tâches, pour optimiser mentalement leur agenda. Si l'intention est louable, l'effet est contre-productif. Cette activité maintient le cerveau en mode résolution de problèmes. Un état cognitif analytique est tourné vers l'avenir qui est l'antithèse même du lâcher-prise nécessaire à l'endormissement. Il est fondamental de séparer les deux fonctions. La planification est une tâche diurne, une tâche de la persona. Le soir est le temps de la clôture, de la synthèse et finalement de la reddition à l'inconnu. Confiez votre liste de tâches au papier quelques heures avant de dormir, puis fermez consciemment ce dossier. La nuit n'est pas une extension du bureau, c'est un espace sacré pour la régénération, le rêve et le dialogue silencieux avec les parties les plus profondes de vous-même. En protégeant cette frontière, vous honorez le rythme naturel de votre corps et de votre psyché. L'individuation nocturne, de tourmenté à gardien de son propre sommeil. Au terme de ce cheminement, il devient clair que l'objectif ultime de ce travail n'est pas simplement d'obtenir de meilleures nuits de sommeil. C'est une conséquence heureuse, mais ce n'est que la surface. Le but véritable, le grand œuvre qui se joue dans le silence de votre chambre, est ce que Carl Jung appelait le processus d'individuation. C'est le voyage d'une vie qui consiste à devenir indivisé, c'est-à-dire un individu entier, complet, qui a cessé d'être en guerre avec lui-même. Chaque nuit où vous choisissez le dialogue plutôt que la peur, chaque fois que vous écoutez le message de votre ombre, au lieu de la fuir, vous ne faites pas que gérer votre anxiété. Vous avancez sur le chemin de l'individuation. Vous êtes en train de rapatrier des parties exilées de vous-même, de réintégrer des énergies perdues, de tisser ensemble la lumière de votre conscience et l'obscurité de votre inconscient pour devenir une personne plus authentique et plus solide. La nuit n'est plus un problème à résoudre.
elle devient un atelier sacré, un laboratoire alchimique où vous vous sculptez vous-même. Le sommeil n'est plus la fuite, mais le fruit d'une paix intérieure qui a été patiemment négociée. Avec la pratique de ce dialogue intérieur, une nouvelle instance psychique commence à émerger en vous, un peu comme un muscle qui se renforce avec l'exercice. On pourrait l'appeler l'archétype du sage intérieur. Ce n'est pas une voix extérieure, c'est une facette de votre propre conscience qui gagne en force et en clarté. C'est cette partie de vous capable de servir de médiateur dans le dialogue parfois houleux entre votre ego, celui que vous pensez être, et votre ombre, celui que vous craignez d'être. Ce sage intérieur est l'observateur calme et compatissant. Il n'est pas emporté par la panique de l'un ni par la rage de l'autre. Il est capable de dire à l'anxiété « Je t'entends, je vois ta peur », sans pour autant y croire aveuglément. Il peut reconnaître la légitimité d'une colère refoulée sans la laisser prendre le contrôle. Cette voix intérieure devient votre propre ancre. Elle ne promet pas de faire disparaître les vagues, mais elle vous assure que vous ne chavirerez pas. Le développement de ce sage est peut-être le don le plus précieux de ce travail nocturne. Cette quête de paix intérieure nous mène à une forme de liberté plus subtile et plus profonde. Une authenticité qui trouve un écho chez des penseurs comme Montaigne. La véritable liberté n'est peut-être pas d'atteindre un état de perfection, où toutes les pensées négatives auraient été éradiquées. C'est un idéal rigide et finalement inhumain. La liberté véritable, à la manière de Montaigne, consisterait plutôt à accepter sa propre nature complexe, changeante et contradictoire, avec une forme de curiosité bienveillante, voire d'amitié pour soi-même. C'est renoncer à l'autoflagellation pour chaque pensée jugée incorrecte. C'est se donner la permission d'être humain, et non pas un saint ou un surhomme. C'est accueillir avec le même intérêt les élans de générosité et les mouvements de mesquinerie, les moments de courage et les instants de peur, en sachant que tout cela fait partie du tableau complet de notre humanité. Cette acceptation radicale de soi, avec ses lumières et ses ombres, est le sol sur lequel peut fleurir une sérénité durable. Vous saurez que ce processus de transformation est réellement à l'œuvre, non pas le jour où les pensées difficiles disparaîtront complètement, car cela n'arrivera peut-être jamais. Vous le saurez le jour où votre réaction à leur apparition aura changé. Le signe le plus fiable d'une transformation profonde n'est pas l'absence de tempête, mais le calme du capitaine au milieu de celle-ci. Au lieu d'une vague de panique, vous ressentirez une pointe de curiosité. Une pensée angoissante qui surgit ne sera plus une catastrophe imminente, un signal d'alarme assourdissant, mais ce que l'on pourrait appeler un événement intéressant. Tiens, voilà cette vieille peur qui refait surface. Qu'a-t-elle à me dire aujourd'hui que je n'avais pas encore entendu? C'est le passage de la réaction à la réponse, de la panique à la présence. Lorsque vos pensées nocturnes ne sont plus des tortionnaires mais des interlocuteurs, parfois exigeants mais jamais dénués d'intérêt, alors vous saurez que vous êtes passé de tourmenté à gardien de votre propre sommeil, et plus encore de votre propre âme, votre nuit, votre œuvre d'art. Nous arrivons au terme de notre voyage nocturne, et il est temps de rassembler les fils de cette exploration. La grande synthèse de notre parcours est peut-être celle-ci. La guerre silencieuse qui se joue dans votre esprit chaque nuit n'a pas besoin d'un vainqueur, mais d'un diplomate. Le secret de Jung, finalement, n'est pas une technique de suppression, mais une invitation radicale au dialogue. C'est le courage de s'asseoir face à ses propres dragons, non pas pour les combattre, mais pour leur demander leur nom et ce qu'ils sont venus protéger. Vos pensées ne sont pas l'ennemi. Elles sont des partenaires de danse incompris, maladroits, parfois violents, mais qui ne cherchent au fond qu'à être invités dans la lumière de votre conscience. En cessant de les combattre, nous ne leur donnons pas la victoire. Nous leur retirons la seule arme qu'ils aient jamais eue, notre peur. C'est une révolution du regard,
un passage de la résistance à la révérence pour la complexité de notre propre psyché. La nuit, cet espace que nous craignons tant, peut alors révéler sa véritable nature, celle d'un miroir qui nous montre tout ce que nous refusons de voir à la lumière du jour. Pour naviguer dans cette nouvelle relation avec vous-même, nous pouvons nous appuyer sur un double axe philosophique, un compas pour l'âme qui équilibre l'action et l'acceptation. Le premier axe est celui de Nietzsche, l'axe de l'action. Une fois que vous avez écouté le message de l'ombre, utilisez l'énergie qu'il révèle non pas pour vous inquiéter, mais pour créer. Transformez l'anxiété nocturne en une feuille de route pour le jour suivant. Chaque peur met en lumière une valeur à affirmer, une action à poser. C'est le nihilisme actif en pratique. Utilisez la lucidité de la nuit pour sculpter délibérément un lendemain qui soit plus aligné avec votre vérité profonde. Le deuxième axe est celui du stoïcisme, l'axe de l'acceptation. Appliquez la simple et puissante dichotomie du contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler quelle pensée votre inconscient décidera de vous envoyer à 3 heures du matin. Cela est au fond extérieur à votre volonté, mais votre réponse, elle, vous appartient entièrement. Le choix de rencontrer cette pensée avec panique ou avec curiosité, avec résistance ou avec dialogue est 100% sous votre contrôle. C'est dans cet espace de choix que réside votre véritable pouvoir et votre liberté. La transformation ne demande pas un grand bond, mais un premier pas, un simple acte de conscience. Alors, nous vous laissons avec une dernière invitation à la réflexion. Quelle est la pensée, le souci ou le rêve qui vous rend le plus souvent visite dans le silence de la nuit? Prenez un instant pour l'identifier, sans jugement. Si le cœur vous en dit, partagez-le dans les commentaires ci-dessous, non pas comme une confession, mais comme un acte de libération. En le nommant, en l'écrivant, vous l'externalisez déjà, vous lui retirez une partie de son pouvoir. Et en le partageant, vous rejoignez une communauté de décodeurs, de personnes qui, comme vous, apprennent à lire la carte de leur propre monde intérieur. Votre nuit n'a pas à être un champ de bataille. Elle peut devenir votre atelier, votre laboratoire, votre sanctuaire. C'est l'endroit où vous pouvez rencontrer les parties les plus profondes et les plus authentiques de vous-même et utiliser cette rencontre pour façonner un lendemain qui vous ressemble davantage. Si ces réflexions ont su apporter une lueur dans votre propre obscurité, si vous sentez l'envie de poursuivre ce dialogue avec vous-même et avec nous, alors votre place est ici. En vous abonnant, vous ne faites pas que nous soutenir, vous affirmez votre engagement envers votre propre cheminement. Vous nous permettez de continuer à bâtir cet espace d'exploration. Racontez-nous ce que ce voyage vous a appris ou simplement ce qu'il a fait résonner en vous. Chaque expérience partagée est une étoile de plus dans le ciel de notre communauté. Une lumière qui guide les autres et qui nous rappelle que même dans la nuit la plus sombre, nous ne sommes jamais vraiment seuls.